Alors, je veux parler de quelques concepts qui sont très importants pour le fixer parce que il y a beaucoup de erreurs dans la gestion d'enfants avec des maladies oculaires et qui, beaucoup de fois, restent avec une dégâts irréversibles. Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir clair que le concept du développement de la vision binoculaire. Et c'est pour ça que je vais commencer à parler avec comment est le développement visuel dans l'être humain. Et, et nous savons que il y a quelques conditions que le cerveau des êtres humains doit avoir pour développer la vision binoculaire toute normale. Et bien sûr que nous avons appris avec des expériments des animaux. Et c'est pour ça que le prix Nobel a été donné dans 1972 ou quelque chose comme ça, et dans des chercheurs qui ont trouvé comment était le développement de la vision du système visuel avec le chat, et Hubel and Whistle. Et, et depuis 7 ans, dorénavant, nous savons parfaitement comment que nous devons et, et manager ou faire la gestion des enfants avec des problèmes visuels. Alors, il y a quelques conditions qui sont nécessaires pour qu'on puisse développer la vision normalement. Les images doivent être nettes, très aiguës, et pour que l'image dans la rétine doit être très, très aiguë, très nette, pour qu'on puisse développer la connexion visuelle. L'autre, c'est que l'image de pointe doit être le même dans les deux yeux. Alors, on ne peut pas avoir de différents de taille, par exemple. On sait que le cerveau peut faire la fusion des images pas plus de 6%, 5% des différents de taille entre un œil et l'autre. C'est pour ça nous avons des anisakonies et on voit double, on peut pas supporter ça et il commence la suppression. Et deuxième situation, la deuxième condition doit être que le jet doit être bien aligné. Hein, c'est très important. Et on peut voir dans ce graphe que le premier 2 mois de vie, la courbe ici est bien aiguë et que dans les 2 premiers mois de la vie sont très importants. C'est pour ça qu'on l'appelle les périodes critiques du développement de la vision. On a parlé ça quand je parlais du cataracte congénitale, quand on trouvait des malades, des patients avec du cataracte congénitale depuis 2 mois de vie, ils commençaient à avoir de nystagmus et s'acceptaient parce que le dégât était réellement irréversible. C'est pour ça qu'on peut voir dans ces graphes que les premiers 2 mois de la vie, c'est très, très important. Et nous savons que dans la cortex visuel, dans notre cerveau, nous avons des neurones qui sont monoculaires, qui sont les 30%, mais de chaque œil. Mais nous avons aussi les neurones binoculaires qu'on peut voir avec une stéréopsis, avec 3D, troisième dimension. Et c'est ça ce qui vont se déranger quand on a quelque abnormalité dans le développement de la vision. Comment est l'alignement oculaire dans les nouveau-nés? Et c'est très commun ici que les pédiatriques quelquefois disent que bon, ça c'est normal, que l'alignement n'est pas tout à fait droit ou normal. Et c'est une étude qui a été faite aux États-Unis par Steve Archer, qui a trouvé, après avoir examiné comme 2000 nouveau-nés, que presque 70% des enfants étaient pas tout à fait droits, mais il y avait des accents
exotropie intermittente. Hein. Alors, c'est ce qui est normal, c'est d'avoir une exotropie intermittente. Mais c'est pas normal d'avoir isotropie. Seulement que 1% des enfants avec isotropie, et quand l'isotropie est constante et permanente, ça, ce n'est pas normal. Et ces enfants ont resté avec strabisme, avec isotropie, comme une photo que vous pouvez voir ici avec cet enfant qui avait isotropie. Ça, ce n'est pas normal. Alors, quand on voit qu'un enfant a isotropie permanente, ça veut dire qu'on doit rediriger cet enfant et faire l'examen et nous devons voir s'il doit être opéré ou non. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas normal d'avoir une strabisme permanent dans les premiers mois de vie. Alors, peut-être normal d'avoir une exotropie intermittente ou bien sûr l'orthotropie, alors doit être complètement normal. Mais l'esotropie permanente, c'est pas normal. Alors, on doit savoir que pour développer une vision binoculaire normale, le yeux doit être aligné. Il y a d'autres choses qui est important pour savoir comment est la situation visuelle du nouveau-né. Et ce sont des mouvements. Nous savons que dans les premières semaines de la vie, l'enfant ne voit pas normal. Quand notre humain est né, n'est pas aveugle, mais la vision est très fouée. Il commence à développer le synapse, les connexions visuelles. Et alors, les premières semaines de vie, on peut voir qu'il y a des mouvements soudains, des mouvements saccadiques, mais il n'y a pas des mouvements de suivi encore, et parce que l'enfant n'a pas le contrôle complet du mouvement oculaire jusqu'à 3 ou 4 mois. Et aux 2 mois, c'est à 3 mois qu'il commence à fixer normalement. Alors, il y a une chose qu'on peut savoir, que c'est qu'il y a une asymétrie des mouvements de suivi. Ici, dans la photo, on peut voir un timbre pour les nystagmus orthokinétiques. Et si on les redirige le timbre dans un sens, on peut voir un nystagmus dans tout le monde, c'est normal. Et si on change le sens de l'autre, de droite à gauche et puis de gauche à droite, alors on change le sens du mouvement du timbre, on va voir que le nystagmus, normalement, est symétrique d'un côté ou de l'autre. Mais quand on voit qu'il y a une asymétrie dans ce nystagmus, qu'on peut les diriger, ça veut dire qu'il y a une altération du développement de la vision binoculaire. Ça, c'est des outils parce que quand on voit un adulte, et on doit savoir si les problèmes qu'il y a soit strabisme ou autre problème de la vision binoculaire, et nous ne savons pas quand il a commencé. Si on trouve deux asymétries dans les mouvements des suivis, on peut savoir que c'est une altération, une trouble du vision binoculaire dans dès les premiers mois de la vie ou les premières semaines de vie. Ça, c'est très important pour savoir quel potentiel il a de la fusion, d'avoir fusion. Si on va l'opérer, on doit savoir si on peut être droite depuis le strabisme, mais aussi on doit savoir s'il peut y avoir des fusions ou non, et s'il peut y avoir des visions doubles ou non. C'est un problème qu'on trouve ici quand l'ophtalmologie générale ne veut pas faire de chirurgie au strabisme parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir vision double et tout ça. Mais si on trouve qu'il y a une asymétrie des mouvements de suivi, alors on peut dire certainement qu'il ne va avoir la fusion, et alors ce n'est pas possible
qu'il peut avoir vision double après une chirurgie. Alors, le jalon dans le développement de la vision, après le premier mois de vie, c'est d'avoir fixation centrale et pouvoir suivre quelque chose qu'on peut montrer aux enfants. Alors, ce sont les deux jalons qu'on doit voir dans un enfant de 3 mois de vie. Il y a des étapes importantes qu'on doit savoir dans le développement de la vision de l'enfant. Et dans les premiers mois de vie, bon, ils vont avoir seulement une réponse pupillaire, mais la fixation, les mouvements de suivi ne vont pas être normaux encore, et ils auront des mouvements saccadiques soudains. Entre 2 et 6 mois, ils vont avoir la fixation centrale et ils peuvent suivre. Ils commencent à suivre le visage de la mère. Généralement, le parent dit, bon, il me voit, on peut dire qu'il me voit. Et il commence à avoir des mouvements binoculaires de suivi. Alors, on montre une jouet, et il peut continuer il peut suivre avec le visage, avec la vision, les jouets qu'on le montre. Donc, entre 6 mois et 2 ans, la fixation centrale est déjà développée complètement. Alors, si après 6 mois, un bébé, on peut pas, il ne peut pas suivre les jouets, il ne peut pas atteindre quelque chose avec les mains. On doit penser qu'il y a une trouble visuel. Et alors, c'est important de savoir les mois, les temps qu'on doit développer ces objectifs visuels. Mais les premiers 2 mois, et seulement que la réponse populaire et quelques mouvements saccadiques soudains, mais là, entre 2 et 6 mois, et on doit voir qu'il commence à pouvoir fixer, avoir fixation centrale, mouvement de suivi, et on dit qu'après 6 mois, il commence à avoir aussi des stéréopsis, des visions 3-2, avec 3 dimensions. Mais bien sûr qu'il y a des troubles dans la cortex cérébral, et ça, c'est la sous-pression. On doit éviter la vision double et tous autres. Alors, la neuroplasticité du cerveau peut s'adapter dans des troubles de la vision binoculaire. Et cette adaptation, c'est la suppression, précisément. Et quand l'image rétinienne est floue, et où il y a un strabisme, alors l'activité de la cortex cérébral de l'œil dévié fait la suppression, alors il ne continue pas à faire de connexion. Et dans le laboratoire, avec les potentiels visuels évoqués, on peut le voir et on peut savoir que de la côté de la cortex cérébral d'œil qui a la suppression n'a pas de réponse, dans des conditions binoculaires. Alors ça, c'est prouvé dans des études de laboratoire. Alors maintenant, si la suppression alterne, quand il y a strabisme, quelquefois l'enfant a fixation avec un œil et puis il change la fixation à l'autre œil, alors les neurones monoculaires vont être normales, mais ils n'auront pas la vision binoculaire. C'est pour ça que s'il est constante, la suppression constante dans un œil provoque une perturbation de la vision binoculaire et diminution de la vision dans cet œil, et ce qui forme la scotome de suppression. On voit ça très bien avec la microtropie ou la fixation monoculaire. Dans un œil fixe et l'autre est dans isotropie, quelquefois, ou exotropie. Il y a un scotome de suppression et ils n'ont pas de vision binoculaire, de vision 3-2.
et on peut faire le test et on peut voir qu'ils n'ont pas de vision 3D. Ça, c'est parce qu'ils ont une scotome de suppression dans un œil. Alors, comment est-ce qu'on va faire la définition de l'amblyopie? L'amblyopie, c'est un défaut d'acuité visuelle dans un ou les deux yeux qui persiste après corriger une erreur de réfraction et aussi la rémotion d'un obstacle pathologique de la vision. Alors, on peut dire que l'amblyopie, c'est un défaut de la vision, mais anatomiquement, l'anatomie de l'œil doit être normale. On corrige l'erreur de réfraction et continue à avoir une vision pauvre. L'incidence, c'est très commun, 3% de la population générale. Et c'est incroyable, il y a beaucoup de cas, on peut voir que l'enfant, l'enfant, il n'est pas l'enfant, hein, et l'adulte, il ne sait pas qu'il ne peut pas voir d'un œil. C'est pour ça qu'on doit enseigner les enfants d'examiner ses yeux dans un œil et l'autre, parce qu'il y a beaucoup de fois qu'on trouve qu'il y a un problème dans la vision, qu'on est déjà adulte et on ne peut pas rien faire. Et l'amblyopie, ce n'est pas seulement qu'on peut voir trop bien, mais aussi c'est une perte de multiples de fonctions visuelles, des déficits oculomoteur, la coordination d'œil à main. C'est ça pour les athlètes, c'est très important de n'être pas amblyope, de n'avoir pas amblyopie. C'est ça pour c'est très important de pouvoir corriger une amblyopie d'abord de 7 ans de vie. Et l'œil normal, c'est pas tout à fait normal parce qu'on sait qu'il y a des problèmes du système magnocellulaire, du parcours cellulaire, même dans l'œil sain. Alors, on va toujours traiter l'amblyopie et essayer de faire le diagnostic le plus tôt possible pour pouvoir le traiter parce que la qualité visuelle va être complètement différente. On ne sait pas ce que ton enfant va être dans le futur, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va travailler. Alors, c'est très important de pouvoir donner une bonne qualité visuelle binoculaire spécialement. On sait que la cortex cérébral, le deux yeux, c'est relié dans la cortex cérébral et échange des informations. Et il y a deux situations qui va altérer les neurones binoculaires. La distorsion du pattern, alors une image rétinienne qui est floue, qui n'est pas nette, qui n'est pas aiguë, il va faire cette distorsion et altérer les connexions entre l'œil et la cortex cérébral. Et la suppression, la suppression, c'est l'autre situation dont l'œil est complètement dévié ou a un strabisme, et alors elle va avoir une suppression et il va altérer complètement les connexions visuelles. Ici, il y a une graphe où on peut voir les adaptations sensorielles dans les neurones de la cortex. L'œil normal, nous savons que 70% des neurones sont binoculaires. Quand il y a une esotropie, et on peut voir comment les neurones binoculaires commencent à diminuer. Et quand il y a une fixation d'un œil et amblyopie de l'autre, ce n'est pas seulement les neurones binoculaires, mais aussi les neurones monoculaires vont être perturbés ou altérés. Et on peut, après avoir les traitements avec atropine, ça c'est des études des animaux, expérimentales, on peut voir comment ça change, parce que l'atropine c'est bon pour traiter l'amblyopie, parce que les neurones binoculaires ne vont pas être très affectés. Et on peut voir ici comme après avoir traitement, c'est un expériment de produire
amblyopie, produire amblyopie avec atropine, et on peut voir comment les neurones monoculaires vont diminuer, mais pas les neurones binoculaires. Et ça, c'est pour savoir que l'atropine, c'est une bonne situation pour traiter l'amblyopie parce qu'il ne va déranger pas les neurones binoculaires. Il y a quelques indications pour traiter l'amblyopie avec l'atropine que nous allons parler maintenant. Alors, on dit que l'amblyopie, c'est des lésions cérébrales parce qu'ils ont trouvé qu'il y a un changement pathologique dans le cœur géniculaire latéral. C'est une histopathologie faite dans ces chercheurs américains, Huber et Wiesel, dans les chats, qui après avoir suturé un œil, et ils ont produit une amblyopie. Et puis, avec l'histopathologie du cerveau, ils ont trouvé que ça, c'est le cœur géniculaire latéral normal, qu'on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 câbles gris, et les corps géniculaires latérales d'un œil amblyope, d'ici, à gauche, à droite, on peut le voir, comment est totalement distorsionné, et l'anatomie est complètement différente que le corps géniculaire normal. Alors, on peut dire que l'amblyopie, c'est réellement un dégât du cerveau, une lésion il y a une lésion cérébrale parce qu'il y a des changements dans l'anatomie de la corps géniculaire latéral et dans la vie visuelle. Alors, il y a un substrat neurophysiologique dans l'amblyopie. C'est pas seulement qu'il ne peut pas voir très bien, mais aussi il y a des changements dans le cerveau. C'est pour ça que les périodes critiques du développement de la vision, ce sont les 2 premiers mois. Et dans ces 60 ou 70 jours, les premiers 70 jours de la vie, la stimulation visuelle anormale ou la perturbation pendant cette période va produire une déficience visuelle grave et permanente. Et on peut trouver du nystagmus après les 60 ou 70 jours de vie, quand il y a une altération dans la vision, cataracte congénitale, une malformation du nerf optique, comme nous avons vu l'autre semaine, ou n'importe quoi, glaucome congénital, une opaque média secondaire à une altération de la cornée, n'importe quoi. S'il continue à être présent dans les premiers 70 jours de vie, il va causer une dégât permanente de la vision avec nystagmus. C'est pour ça que c'est très, très important et c'est une urgence ophtalmologique, on peut dire, de traiter immédiatement quelques maladies dans les premières semaines de vie. Alors, une image floue ou altérée pendant cette période va produire une vision très faible et une nystagmus qu'on l'appelle d'origine sensorielle. Maintenant, on dit pas nystagmus sensoriel parce qu'on sait qu'il y a aussi des problèmes moteurs. Ce n'est pas seulement que sensoriel, mais secondaire à une perturbation visuelle. Comment est la classification d'amblyopie? Bon, on classifie l'amblyopie du strabisme, secondaire à strabisme, aux distorsions pattern monoculaires, aux distorsions du pattern binoculaire. Il y a beaucoup de fois qu'on demande qu'est-ce que c'est pire, d'avoir cataracte congénitale dans un œil ou cataracte congénitale dans les 2 yeux. Bien sûr que avoir cataracte congénitale dans les 2 yeux, c'est pire parce qu'on va avoir une amblyopie bilatérale. Mais le plus commun, beaucoup plus fréquent que la cataracte congénitale, le glaucome congénital qu'on a parlé, ce sont les problèmes de réfraction. Et on sait qu'une différence avec hypermétropie dans un œil et l'autre, seulement qu'une dioptrie va produire une amblyopie. Le stigmatisme, c'est un peu plus, une différence de 1 dioptrie et demi. Et pour la myopie, on a besoin d'avoir une différence entre les 2 yeux de 3 dioptries au plus
pour avoir amblyopie. C'est pour ça que dans l'ophtalmologie pédiatrique, c'est le plus important de savoir faire la rétinoscopie. On n'a pas besoin de technologies très compliquées, ou seulement que ça, le rétinoscope, et c'est très, très important pour faire la rétinoscopie parce que c'est la cause la plus fréquente d'amblyopie dans tout le monde. Alors, ce n'est pas le problème du média, le cancer, les tumeurs, le glaucome congénital. La plus fréquente, c'est le problème de réfraction. Alors, c'est pour ça l'Association américaine d'ophtalmologie a envie de faire des contrôles dans l'enfant nouveau-né à 3 ans de vie et à 5 ou 6 ans de vie avant d'entrer à l'école. Ce sont les 3 examens qu'on doit avoir dans tout le monde pour savoir qu'il n'est pas amblyope. Et quelque chose qui est très important, c'est le plus commun erreur dans l'ophtalmologie. On voit très commun des enfants qui n'ont pas la correction correcte. Alors, on sait que l'hypermétropie est beaucoup plus amblyogène que la myopie. Produit l'amblyopie beaucoup plus que la myopie. Alors, il faut toujours, dans un enfant, donner les 100% de la correction, donner la pleine de plus, tous les plus, toute la correction. C'est très commun qu'on voit des enfants avec une lunette qui n'est pas, la réfraction n'est pas, la prescription n'est pas correcte parce qu'il y a place 8 et on les donne place 6 ou place 5 ou plus 4, place 4. Alors, ils ne donnent pas toute la correction. Et une caractérisation de l'amblyopie, c'est qu'il ne peut pas faire l'accommodation. Alors, si, par exemple, si on a une réfraction de plus 8 et on donne une prescription de plus 6, le cristallin ne veut pas accommoder ces 2 dioptries qui manquent. Alors, c'est très important de donner toute la correction. La rétinoscopie dynamique, c'est ce qui a Guyton du Baltimore, aux États-Unis, il a décrit il y a 30 ans. Pour savoir une œil amblyope, on peut savoir que si on fait la réfraction sans dilatation, sans goutte, et en regardant de loin, et puis en regardant de près, il doit avoir une différence de 2 ou 3 dioptries. Si on ne voit pas cette différence en faisant la rétinoscopie, en regardant loin et près, ça veut dire que cet œil est amblyope parce qu'il ne peut pas faire l'accommodation. Alors, c'est pour ça que c'est très important de toujours, dans un œil qui est amblyope, donner toute la correction, la totale correction. Quand est-ce qu'on doit indiquer les lunettes? Bon, quand il y a strabisme, bien sûr, parce que ici, à l'Argentine, c'est très commun de l'hypermétropie. Il y a beaucoup d'enfants, presque tous les enfants sont hypermétropes, mais on prescrit pas les lunettes pour tous les enfants. Il y a quelques situations dont on doit prescrire les lunettes. Et sont quand il y a strabisme et quand il y a amblyopie, bien sûr, quand on peut voir que la vision n'est pas normale. Il y a quelques caractérisations de la vision de l'amblyope qu'on peut toujours, il faut savoir qu'il y a le phénomène du superpeuplement et on peut, une autre caractéristique, c'est que normalement, quand on prend la vision, si on met des filtres à densité neutre et dans l'œil normal, va diminuer la vision. Ben, dans un œil amblyope, si on met le filtre à densité neutre, il ne va changer la vision du tout. Il ne va changer pas la vision. Et
Une situation plus grave, c'est quand l'œil amblyope a la fixation excentrique. Ça, on peut le chercher avec l'ophtalmoscope direct. On demande le malade de fixer la lumière de l'ophtalmoscope direct et on peut voir, il y a une lumière et on peut voir qu'il fixe pas avec la fovea, mais avec une autre portion de la rétine. C'est ça une autre caractéristique du amblyope. Mais comment est-ce qu'on sait que l'enfant est amblyope? Bon, il faut savoir examiner la vision des enfants. Hein? Quand l'enfant ne parle pas, ne fait pas les lettres, ne parle pas, on doit chercher la fixation, les mouvements de suivi. On couvre un œil et on fait mouver un jouet et on peut savoir les comportements de la fixation, s'il fixe l'œil, s'il peut le mouver, et puis on fait le contraire, on va faire l'occlusion de l'autre œil et on va voir les comportements de la fixation de l'autre œil. Une autre test qui est très pratique, une examination très pratique, c'est le test décrit par Ken Wright. Moi, je fais le fellowship avec lui à Cleveland, Ohio. Il a décrit ce test avec un prisme de 10 dioptries. Normalement, quand nous n'avons pas d'amplitude de diffusion très grande verticale. Alors, quand on met un prisme devant un œil, les deux yeux vont monter. On fait la même chose dans l'autre œil et les deux yeux vont monter pour continuer à fixer. Mais s'il y a un œil qui est amblyope, on met le prisme et les deux yeux ne se mouvent pas. Hein? Et on change, on met le prisme dans l'autre œil et les yeux vont fixer, alors ils vont avoir un mouvement vertical. Alors, quand on voit les différences dans le mouvement de vertical des deux yeux avec un prisme, et on peut diagnostiquer l'amblyopie. Il y a des cartes, des cartes, c'est préférentiel, c'est pour les enfants qui sont plus jeunes, mais la fixation et les comportements suivants, les mouvements de suivi est très pratique pour savoir. Et le test avec les prismes aussi, c'est très pratique pour savoir ça. Il y a de différentes cartes pour prendre la vision et moi, j'utilise habituellement les Allen cards, les cartes d'Alain et on demande à l'enfant s'il peut parler et si c'est le dessin et on demande qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il voit et comme ça, on fait le même l'examen avec un œil et puis l'autre. On coupe un œil et on fait la même chose avec l'autre. L'IA card, c'est ici dans les photos, c'est l'IA, l'IA Howard qui a les cartes de l'IA. L'IA, c'est lui qui a décrit ces cartes pour voir la vision. C'est très aigu parce que on peut savoir avec la scale logarithme de la vision. Autre situation, c'est voir la fixation. Si l'astrabisme, c'est plus facile, beaucoup plus facile, parce que si l'astrabisme, on sait que si l'enfant fixe toujours avec le même œil, alors l'autre œil est complètement dévié, alors il va être amblyope. S'il change, alors on va dire qu'il a la même vision. Alors, la fixation préférentielle, c'est une test dans les enfants qui ont strabisme et qu'on peut savoir facilement s'ils ont amblyope ou non parce qu'ils changent, ils alternent la fixation dans un œil et l'autre. Il y a un signe qui est très important pour savoir qu'ils ont eu une perturbation de la vision binoculaire des premières semaines de vie. Et ça, c'est le nystagmus latente. Le nystagmus latente, c'est quand quand on couvre un œil, on peut voir après avoir l'occlusion, on peut voir comment l'œil va faire les mouvements de nystagmus. Aussi, il y a DVD. On peut voir comment
on fait l'occlusion d'un œil, il va avoir de nystagmus. Alors, pour prendre la vision dans des patients qui ont nystagmus latent, on ne doit pas occluer un œil. Il faut examiner la vision avec les deux yeux ouverts. C'est pour ça qu'on n'utilise pas une occluseur, mais une lentille de place 5 dioptries ou place 4 dioptries. Et puis, on change la lentille dans l'autre œil pour examiner la vision de l'œil. Alors, toujours, quand il y a un nystagmus binoculaire, il faut prendre la vision avec les deux yeux ouverts. N'utilise pas l'occlusion. Alors, comment est-ce qu'on va traiter l'amblyopie? Bon, il faut corriger l'image rétinienne qui était floue et leur donner une image rétinienne nette, aiguë, et puis correction de la dominance oculaire. Alors, la première étape, c'est l'image rétinienne nette, et puis nous allons faire la correction de la dominance oculaire avec l'occlusion. Après avoir donné une image nette, c'est un enfant qui a eu un accident, un traumatisme de la cornée. Il avait eu une lésion ici près de la fixation, des points de fixation, mais on a donné la correction du stigmatisme qu'il avait. Alors, la première étape, c'est avoir une image nette, une image aiguë, et puis on fait l'occlusion. Alors, la première étape, donner une image nette et puis faire l'occlusion du l'œil sain. Ce sont les deux choses qu'on doit faire pour traiter l'amblyopie. Bien sûr il faut insister parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui trempent et alors c'est très difficile pour les parents quelquefois, mais il faut insister. Alors, pour l'amblyopie, anisométropie, il faut, comme j'ai dit récemment, il faut donner presque la totalité de réfraction, toujours, et suivre les patients tout un mois. On fait pas l'occlusion immédiatement. D'abord, il faut donner la réfraction, et puis on doit faire l'occlusion s'il n'a pas amélioré. Mais on ne doit pas faire l'occlusion immédiatement. Si la vision améliore après le contrôle chaque mois, alors on peut commencer avec l'occlusion. Mais d'abord, la première étape, c'est prescrire la correction correcte et totale. Et puis, si nous devons faire d'occlusion, bon, dans des cas, on fait pas d'occlusion totale. Je trouve qu'ici, il y a quelques ophtalmologistes qui font d'occlusion un œil, une fois par semaine, 2 jours par semaine, l'autre œil. Donc, maintenant, c'est l'occlusion partielle qu'on utilise et c'est 2 heures pour les cas légers, si modéré, 2 à 4 heures, et si c'est grave, 6 à 8 heures par jour, mais toujours l'occlusion partielle. Jusqu'à quand est-ce qu'on va faire l'occlusion? Jusqu'à 8 ans. Jusqu'à 8 ans, il y a une étude multicentre qui a été faite aux États-Unis il y a 15 ans, 20 ans, et beaucoup de cliniques, ils ont trouvé qu'effectivement, après 8 ans de vie, la réponse du traitement avec l'occlusion, c'est beaucoup moins. Alors, c'est ce qu'on disait, il est écrit dans tous les livres, il y a beaucoup de temps que l'amblyopie, la neuroplasticité du cerveau, c'est jusqu'à 8 ans de vie. C'est pour ça qu'il est très important de faire du contrôle, d'abord entrer dans les écoles. C'est obligatoire. Ici, dans mon cité, dans la ville où j'habite, et tous les écoles demandent une examination visuelle et d'abord 6 ans de vie. Et maintenant, il y a quelquefois qu'on trouve une amblyopie quand l'enfant a 7 ans ou presque 8 ans. Alors, dans ces situations, oui, on peut faire
et on peut indiquer une occlusion totale. Moi, j'ai eu 2 ou 3 cas et avec une enfant qui avait une myopie très grave, comme 12 ou 13. Ils en trouvent, il a été diagnostiqué quand il avait 7 ans ou 8 ans. Et alors, on a indiqué une occlusion totale pendant 1 mois ou 2 mois et il a amélioré la vision. Alors, et ça dépend de la motivation des parents et de la conformité au traitement. Mais si on trouve un enfant qui a 7 ans, on voit que les parents sont motivés à la traiter et l'enfant aussi va se conformer au traitement, alors on peut essayer de traiter avec une occlusion très agressive. Il y a quelques situations dont on peut faire la pénalisation avec atropine, mais il y a quelques conditions pour faire ce traitement. Et bien sûr, l'œil sain doit avoir un peu d'hypermétropie. On utilise l'atropie 1% dans l'œil sain et planant dans l'œil sain. Pour faire l'atropine, il y a deux indications. Et l'amblyopie doit être léger à modérée, une vision de 20/100, ou mieux, pas une amblyopie très, très sévère. Et l'œil de fixation, ça c'est très important. L'œil de fixation doit être hypermétrope de 2 dioptries et demi ou plus. Si l'œil de la fixation est hémétrope, il n'y a pas une erreur de réfraction. Même si on utilise l'atropine, il ne va pas fonctionner. Alors, donc, quand l'œil de fixation a une hypermétropie de 2 ou plus, on peut utiliser l'atropine dans cet œil et il va améliorer immédiatement. On doit contrôler ces patients et régulièrement. Par exemple, s'il y a 6 ans, on contrôle ce enfant chaque 6 semaines. S'il a 4 ans, chaque 4 semaines. Si l'enfant a 5 ans, chaque 5 semaines. Et il faut le contrôler et on utilise l'atropine 1 fois par jour seulement. Et il y a, dans l'étude d'amblyopie aux États-Unis, ils ont trouvé qu'une fois, pas tous les jours, mais un jour et l'autre, chaque 48 heures, c'est la même chose. Alors, c'est plus facile de l'accomplir parce qu'avec 1 fois par jour ou 1 fois chaque 2 jours dans les gouttes dans l'œil sain et planant dans les lunettes de pénalisation optique aussi, il va améliorer miraculeusement la vision. C'est très, très effectif, mais toujours, il faut savoir que l'œil sain doit être hypermétrope de moins, des dioptries. Et l'amblyopie organique, on voit ici, c'est un cas, j'ai montré cette semaine, une malformation du nerf optique. Et on l'a trouvé quand l'enfant avait 6 ans, était plus tard. Et alors, on peut dire qu'il y a une cause organique. Alors, c'est l'amblyopie organique. Mais s'il y a on a parlé ça quand je parlais de malformation congénitale du nerf optique. Mais quand nous pouvons savoir que les réponses pupillaires sont normales, qu'il n'y a pas un défaut pupillaire afférent, alors on peut essayer de traiter cette amblyopie, il va répondre. Alors, même si on trouve une cause organique pour l'amblyopie, pour la mauvaise vision, on peut essayer de traiter avec l'occlusion ou même avec l'atropine si l'œil sain est hypermétrope et on va avoir une réponse au traitement. Il y a quelques situations, et ceci c'est Ken Wright qui a commencé à faire l'occlusion totale binoculaire. C'était une nouveau-né qui a eu qui est né avec traumatisme, avec hémorragie rétinienne dans les 2 yeux, hémorragie vitréenne, et comme il ne pouvait pas faire les vitrectomies dans les 2 yeux, il a pour
pour n'avoir pas amblyopie, il a essayé de faire l'occlusion complète, pas de lumière entrant dans les yeux, complète, occlusion complète, totale. Et cet enfant, après 20 jours d'avoir été totalement avec l'occlusion, et c'est hémorragie rétinienne a disparu et ils ont pu suspendre l'occlusion et cet enfant a amélioré heureusement la vision dans les deux yeux. Il est dans un journal, le journal d'American Journal d'Ophthalmology, dans le 1990 ou quelque chose comme ça. Et cet enfant est dans un case report et il a eu une très bonne vision. Alors, quand on a une nouveau-né qui a eu quelques problèmes, quelquefois on peut dire même une cataracte congénitale, si on ne peut pas faire la chirurgie immédiatement, on peut essayer de faire l'occlusion complète, bilatérale, dans les deux yeux pour que ne perturbe pas pour pour n'avoir pas de perturbation visuelle et d'amblyopie. Comment est-ce qu'on allait faire? Et bon, ici, nous avons parlé du cataracte congénital. Parce comment on va faire le traitement d'amblyopie dans du cataracte congénital, par exemple? Et il ne faut pas faire l'occlusion dans les premiers mois de vie. Le système, le cerveau est la neuroplasticité est très faible. Alors, si on fait l'occlusion dans les premiers mois de vie, on peut produire amblyopie dans l'œil quand on le fait l'occlusion. Puis, dans les 2 mois de vie, 2 heures d'occlusion, 2 ou 4 mois, 2 à 3 heures d'occlusion. Et quand le bébé a 6 mois ou plus, on peut faire l'occlusion tous les 50% d'heures du réveil de l'enfant. Alors, et c'est très important de savoir qu'on ne doit pas faire l'occlusion quand le système visuel est encore très sensible parce qu'on peut produire l'amblyopie en faisant l'occlusion. Bon, alors, comme conclusion, pour emporter à la maison, ce sont des concepts qui sont très importants qu'on n'oublie pas. Toujours prescrire la totalité d'hypermétropie. Donner les pleins plus, toute la correction dans les enfants qui sont moins de 8 ans, dans l'étape qui peut développer l'amblyopie. Toujours 100% de la correction. Et d'abord, il faut prescrire la correction complète et attendez. On ne commence pas par l'occlusion immédiatement. On doit attendre au mois ou 6 semaines, et ça dépend de l'âge de l'enfant, prescrire la correction et attendre. Et puis, s'il n'améliore pas la vision, si la vision n'améliore pas, alors on peut commencer avec l'occlusion 2 heures par jour, 4 heures par jour, 6 heures par jour, ça dépend du grade d'amblyopie. Mais une réfraction correcte, c'est pour ça que c'est très important d'apprendre à faire la rétinoscopie. C'est la clé du succès pour le traitement de l'amblyopie. Occlusion partielle, on ne fait pas l'occlusion totale de tout le jour. L'exception, c'est quand on trouve ça très tard, quand l'enfant a 8 ans de vie. L'occlusion partielle, 2, 4, 6 heures par jour. On peut faire l'atropine quand l'œil de fixation est hypermétrope de 2 dioptries et demi ou plus. Et si on a amblyopie organique, on peut essayer de traiter avec l'occlusion. Si les réponses pupillaires sont normales, ça veut dire qu'il y a potentiel visuel et on peut essayer de traiter l'amblyopie avec l'occlusion. D'autres paires de l'amblyopie, c'est de savoir utiliser les tests de dioptrie verticale pour savoir la réponse du binoculaire de 2 yeux. S'il a des mouvements verticaux, ça veut dire que l'œil est en train de fixer. S'ils n'ont pas réponse, ça veut dire que l'œil est amblyopie. Et bon, on n'abandonne pas, essayez de continuer.
c'est très important de parler avec les parents, de l'expliquer le développement de la visuelle, de la vision. C'est très important de les expliquer la plasticité de la cortex visuelle et de savoir l'importance d'avoir vision binoculaire. Ce sont eux qui vont faire le traitement, alors c'est très important de l'expliquer la physiopathologie de l'amblyopie et le traitement. Et la bonne gestion de l'amblyopie détermine la qualité du visuel futur. C'est pour ça qu'il est très important de faire toujours le contrôle visuel dans les enfants et prêt à aller à l'école. Ça en vaut la peine. Bon, merci. On a fini ici et on va avoir des questions. Vous avez des questions pour me suivre? Non, non, on n'a pas de questions. Merci beaucoup pour la présentation. Merci.